Le jour où ils ont décidé de me jeter dehors, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 23 ans. Je me souviens encore du silence dans le salon avant que le téléphone vibre. Mes enfants, mes belles-filles, mon gendre, tous assis comme un tribunal. Et moi, debout près de la fenêtre, une valise à mes pieds. Ils venaient de m'annoncer que la maison n'était plus la mienne, que mon nom ne figurait plus sur les papiers, que j'avais 3 jours pour partir. Quand le téléphone a sonné, personne n'a bougé. Mais ce nom sur l'écran, ce nom que je croyais enterré, a fait trembler mes mains. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai juste regardé mes enfants. Et dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils ne savaient rien. Rien du tout. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Je m'appelle Aminata. J'ai 68 ans. Je suis née à Dakar, mais j'ai grandi ici, en France, dans une banlieue de Lyon, où les immeubles se ressemblent tous et où les vies se construisent pierre par pierre. J'ai travaillé toute ma vie comme aide-soignante, 37 ans dans le même hôpital, 37 ans à porter, laver, consoler, écouter. J'ai élevé 3 enfants seuls après que leur père soit parti avec une femme plus jeune. Je n'ai jamais demandé d'aide. J'ai tout fait moi-même. Les courses, les devoirs, les nuits blanches quand ils étaient malades. J'ai économisé chaque centime pour acheter un appartement, puis une petite maison, puis, avec le temps, une maison plus grande, celle où nous vivions tous ensemble, celle qu'ils viennent de me prendre. Tout a commencé il y a 2 ans, quand mon fils aîné, Ibrahima, a perdu son emploi. Il était ingénieur dans une entreprise de construction. Un bon poste, un bon salaire. Mais l'entreprise a fermé. Du jour au lendemain, il est revenu vivre chez moi avec sa femme, Sandrine, et leurs 2 enfants. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que la maison était assez grande, que la famille doit se serrer les coudes. Sandrine a souri, mais je voyais déjà dans ses yeux quelque chose que je ne comprenais pas encore. Une sorte de calcul, une froideur. Quelques mois plus tard, ma fille Fatoumata a eu des problèmes avec son mari. Ils se sont séparés. Elle est revenue avec ses 3 enfants. Encore une fois, j'ai ouvert la porte. J'ai dit oui. J'ai dit « Restez, prenez le temps de guérir ». Je me suis occupée de ces enfants pendant qu'elles cherchaient du travail. Je les emmenais à l'école. Je préparais les repas. Je lavais leurs vêtements. Je faisais tout comme si c'était normal. Parce que pour moi, c'était normal. C'est ce qu'une mère fait. Puis mon fils cadet, Mamadou, a eu besoin d'argent pour ouvrir son restaurant. Un rêve qu'il avait depuis toujours. Il m'a demandé de l'aider. J'ai sorti mes économies. 20 000 €. Tout ce que j'avais mis de côté pour ma retraite. Je lui ai donné sans hésiter. Il m'a promis qu'il me rembourserait. Il m'a embrassée. Il m'a appelée la meilleure maman du monde. Le restaurant a ouvert. Il a bien marché. Mais l'argent n'est jamais revenu. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit que les affaires étaient compliquées, qu'il fallait réinvestir, qu'il me rendrait tout plus tard. J'ai dit d'accord. J'ai encore cru. Pendant ce temps, la maison est devenue pleine. Trop pleine. 9 personnes sous le même toit. Mes 3 enfants, leurs conjoints, leurs enfants. Et moi. Je dormais dans la plus petite chambre, celle qui donnait sur la cour intérieure, sans lumière. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de tout le monde. Je faisais les courses, je nettoyais, je payais les factures, électricité, eau, chauffage, internet, tout passait par mon compte. Mais personne ne disait merci, personne ne proposait de participer. Quand je demandais un peu d'aide, Sandrine levait les yeux au ciel. Fatoumata me disait qu'elle était fatiguée. Mamadou me répondait qu'il avait son restaurant à gérer. J'ai commencé à me sentir invisible dans ma propre maison. Un soir, j'ai entendu des voix dans le salon. Ils parlaient fort. Je me suis approchée sans faire de bruit. J'ai écouté. Ils discutaient de moi. Ibrahima disait que je devenais vieille, que je ne servais plus à rien. Sandrine ajoutait que la maison était trop grande pour une seule personne, que c'était du gaspillage. Fatoumata approuvait. Elle disait qu'il fallait penser aux enfants, qu'ils avaient besoin de stabilité. Mamadou, lui, parlait de revendre la maison et de partager l'argent. Il parlait de ma maison comme si elle était déjà la leur, comme si j'étais déjà morte. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai pleuré toute la nuit. Mais le lendemain matin, je me suis levée comme d'habitude. J'ai préparé le café, j'ai souri, j'ai continué. Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. 2 semaines plus tard, Ibrahima est venu me voir avec des papiers. Il m'a dit qu'il fallait que je signe. Que c'était pour faciliter les choses, que si un jour il m'arrivait quelque chose, ce serait plus simple pour tout le monde. Il a parlé de succession, de notaire, de protection.
J'ai lu les papiers. Je ne comprenais pas tout. Mais il m'a rassurée. Il m'a dit que c'était juste une formalité, que je resterais propriétaire, que rien ne changerait. J'ai signé, parce que c'était mon fils, parce que je lui faisais confiance. 3 mois après, tout a changé. Un matin, un homme en costume est venu sonner à la porte. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une lettre du notaire. La maison avait été transférée. Mon nom ne figurait plus sur les documents. Ibrahima, Fatoumata et Mamadou étaient désormais copropriétaires. J'ai appelé Ibrahima. Il n'a pas décroché. J'ai appelé Fatoumata. Elle m'a dit qu'elle était occupée. J'ai appelé Mamadou. Il m'a dit de me calmer, qu'on en parlerait plus tard. Mais ce soir-là, ils sont tous revenus ensemble. Ils se sont assis face à moi. Et Sandrine a pris la parole. Elle m'a dit que la situation avait changé, que la maison était maintenant leur propriété, que je pouvais rester encore un peu, mais qu'il fallait que je cherche un endroit où aller, que ce serait mieux pour tout le monde. J'ai regardé mes enfants. Aucun n'a baissé les yeux. Aucun n'a protesté. Ils avaient tous accepté. Ils m'avaient tous trahi. J'ai demandé pourquoi. Ibrahima a dit que c'était une question de logique, que j'étais seule, que je n'avais pas besoin d'autant d'espace. Fatoumata a ajouté que ses enfants grandissaient, qu'ils avaient besoin de stabilité. Mamadou a parlé de revente, d'investissement, d'opportunités. Sandrine a conclu en disant que je devais comprendre, que c'était pour le bien de la famille. J'ai senti mon cœur se briser, mais je n'ai rien dit. Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs. Le lendemain, j'ai commencé à faire mes valises. Ils m'ont laissé 1 semaine. 1 semaine pour quitter la maison que j'avais achetée avec mes propres mains. 1 semaine pour disparaître de leur vie. Je n'avais nulle part où aller. Mes amies me proposaient de dormir chez elles quelques nuits, mais je ne voulais pas peser sur personne. J'ai contacté une association qui aide les personnes âgées. Ils m'ont dit qu'il y avait une liste d'attente, que ça prendrait du temps. J'étais perdue, abandonnée, effacée. Le 6e jour, alors que je pliais mes derniers vêtements, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussée à décrocher. Une voix d'homme. Grave, calme. Il a dit mon nom. Aminata Traoré. J'ai demandé qui c'était. Il a répondu que je ne me souvenais peut-être pas de lui, mais que lui n'avait jamais oublié. Il a prononcé une date. Le 14 novembre 1988. Mon sang s'est glacé. Cette nuit-là. Cette nuit terrible. Cette nuit où tout avait basculé. Le 14 novembre 1998. Cette nuit où j'ai failli perdre ma carrière, ma liberté et peut-être même ma vie. J'étais aide-soignante de nuit aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Un service où l'on voyait tout. Les accidents, les overdoses, les bagarres, les corps brisés qui arrivaient sur des brancards. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, les portes se sont ouvertes avec fracas. 2 hommes portaient un 3e, inconscient, le visage couvert de sang. Ils criaient qu'il fallait le sauver, que c'était urgent, que c'était une question de vie ou de mort. L'infirmier de garde a regardé l'homme et a reculé. Il a vu quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Le blessé portait des vêtements chers, une montre en or, des chaussures italiennes. Mais il avait aussi des traces de coups violents, des blessures qui ne venaient pas d'un accident. L'infirmier a murmuré quelque chose au médecin. Le médecin a regardé l'homme, puis les 2 types qui l'accompagnaient. Il a secoué la tête. Il a dit qu'il fallait attendre, qu'il y avait d'autres priorités, qu'on verrait ça plus tard. J'ai compris tout de suite. Ils ne voulaient pas s'en mêler. Ils avaient peur, parce que cet homme sentait les ennuis, parce que les 2 types qui l'accompagnaient avaient des têtes de criminels, parce que dans ce quartier, à cette époque, certaines vies comptaient moins que d'autres. Le médecin a tourné les talons, l'infirmier l'a suivi. Les 2 hommes ont supplié, ils ont crié, ils ont menacé. Personne n'est revenu. L'homme sur le brancard s'est mis à trembler. Ses lèvres sont devenues bleues. J'ai vu la mort approcher. J'ai regardé autour de moi. Personne. J'étais seule avec lui et les 2 types qui le fixaient avec des yeux fous. J'ai pris une décision. Une décision stupide, dangereuse, contraire à toutes les règles. Mais je l'ai prise quand même. Je me suis approchée. J'ai pris son pouls. Faible, très faible. J'ai soulevé sa chemise. Une plaie profonde au ventre. Il perdait beaucoup de sang. J'ai attrapé des compresses, de l'alcool, du fil, une aiguille. J'ai commencé à nettoyer la plaie. Les 2 hommes me regardaient comme si j'étais folle. L'un d'eux a murmuré que j'allais avoir des problèmes. Je lui ai dit de se taire.
J'ai continué. J'ai recousu la plaie comme j'avais vu les chirurgiens le faire des centaines de fois. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais j'ai fini. J'ai bandé la plaie. J'ai installé une perfusion. J'ai injecté des antibiotiques. J'ai fait tout ce que je pouvais avec ce que j'avais. L'homme a ouvert les yeux 1 heure plus tard. Il m'a regardé. Il a murmuré « Merci ». Puis, il a refermé les yeux. Les 2 types l'ont soulevé et l'ont emmené. Ils sont partis sans un mot. Je suis restée seule dans la salle, entourée de compresses tachées de sang. J'ai nettoyé tout ça avant que quelqu'un arrive. J'ai jeté les preuves. J'ai effacé les traces. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là. Personne sauf moi et lui. Le lendemain, le médecin m'a convoquée dans son bureau. Il m'a demandé si j'avais fait quelque chose d'inhabituel pendant la nuit. J'ai dit non. Il m'a fixé longtemps. Puis, il a hoché la tête. Il m'a dit de faire attention, que certaines situations pouvaient détruire une carrière. J'ai compris qu'il savait. Mais il n'a rien dit. Il m'a laissé partir. Les semaines ont passé. Les mois. Les années. Je n'ai jamais revu cet homme. Je n'ai jamais su qui il était vraiment. Je n'ai jamais cherché à savoir. J'avais fait ce que je pensais être juste. J'avais sauvé une vie. Le reste ne me regardait pas. Et maintenant, 23 ans plus tard, cette voix au téléphone. Cette voix qui prononçait mon nom. Cette voix qui connaissait cette nuit. J'ai demandé encore une fois qui c'était. L'homme a répondu doucement. Il a dit qu'il s'appelait Laurent Beaumont. Que ce nom ne me disait peut-être rien. Mais que cette nuit, j'avais sauvé sa vie. Et qu'il n'avait jamais oublié mon visage. J'ai failli lâcher le téléphone. Laurent Beaumont. Ce nom, je l'avais entendu. Tout le monde en France l'avait entendu. Un promoteur immobilier. Un homme d'affaires puissant. Un homme qui possédait des immeubles, des entreprises, des parts dans des sociétés partout dans le pays. Un homme riche, très riche. J'ai balbutié quelque chose. Il a ri doucement. Il m'a dit qu'il comprenait mon choc, qu'il avait mis du temps à me retrouver, qu'il avait cherché pendant des années, mais qu'il avait fini par y arriver et qu'il voulait me parler. Je lui ai demandé comment il m'avait retrouvé. Il m'a dit qu'il avait gardé tous les détails de cette nuit. Le nom de l'hôpital, la date, l'heure, qu'il avait engagé des gens pour fouiller les archives, pour croiser les plannings, pour identifier qui était de garde cette nuit-là. Ça avait pris du temps. Mais il avait fini par obtenir mon nom. Aminata Traoré, aide-soignante, retraitée, vivant à Lyon. Il m'a demandé si je pouvais le rencontrer. J'ai regardé autour de moi. La chambre vide, les valises, la maison qui n'était plus la mienne. J'ai dit oui. Il m'a donné une adresse, un café dans le centre de Lyon. Le lendemain, à 15 heures, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait comme cette nuit-là, 23 ans plus tôt. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai senti que quelque chose était en train de changer. Le lendemain, je suis arrivée au café en avance. J'ai commandé un thé. J'ai attendu. À 15 heures pile, un homme est entré. Grand, bien habillé, les cheveux grisonnants. Il m'a vu tout de suite. Il s'est approché. Il a souri. Un sourire chaleureux, presque timide. Il s'est assis en face de moi. Il m'a regardé dans les yeux. Et il a dit simplement « Merci ». Je ne savais pas quoi répondre. Il a commandé un café. Puis, il a commencé à parler. Il m'a raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. Il était jeune à l'époque, 28 ans. Il travaillait dans l'immobilier, mais il fréquentait les mauvaises personnes. Il avait des dettes envers des hommes dangereux. Cette nuit-là, ils étaient venus réclamer leur argent. Ils n'avaient pas pu payer. Ils l'avaient frappé. Ils l'avaient poignardé. Ils l'avaient laissé pour mort. Ses 2 associés l'avaient traîné jusqu'aux urgences. Mais personne ne voulait le soigner, sauf moi. Il m'a dit que ce geste avait tout changé, qu'il avait compris qu'il devait changer de vie, qu'il avait rompu avec les mauvaises personnes, qu'il avait remboursé ses dettes, qu'il avait reconstruit sa vie pierre par pierre, qu'il était devenu l'homme qu'il était aujourd'hui grâce à cette seconde chance, grâce à moi. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que j'avais juste fait mon travail, qu'il n'avait rien à me devoir. Il a souri encore. Il a dit que je me trompais, qu'une dette de vie ne s'efface jamais, qu'il avait cherché pendant des années le moyen de me remercier, et que maintenant qu'il m'avait retrouvé, il voulait savoir comment il pouvait m'aider. J'ai eu envie de pleurer, mais je me suis retenue. Je lui ai dit que tout allait bien, qu'il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il m'a regardé avec attention. Il a posé sa main sur la table.
Il a dit doucement qu'il savait que je mentais, qu'il avait fait quelques recherches, qu'il savait pour ma maison, pour mes enfants, pour la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai baissé les yeux, j'ai senti les larmes monter. Cette fois, je n'ai pas pu les retenir. Je lui ai tout raconté, les papiers signés, la trahison, la valise à la porte, l'association qui ne pouvait pas m'aider tout de suite, la semaine qui restait avant de me retrouver à la rue. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a sorti son téléphone. Il a passé un appel. Il a parlé rapidement en donnant des instructions. Puis il a raccroché. Il m'a regardé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout allait s'arranger. Je ne comprenais pas. Il m'a expliqué. Il possédait plusieurs immeubles dans Lyon, des appartements de standing. Il venait de demander à son assistante de préparer un contrat de location pour moi. Un 3 pièces dans le 6e arrondissement. Loyer symbolique. Disponible immédiatement. J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il a levé la main. Il m'a dit de ne pas protester, que c'était la moindre des choses, que je lui avais donné une seconde vie, qu'il me devait bien ça. Mais ce n'était pas tout. Il m'a demandé l'adresse de ma maison, l'adresse de la maison que mes enfants m'avaient volée. Je la lui ai donnée. Il a noté. Il m'a dit qu'il allait vérifier quelque chose, qu'il me rappellerait dans quelques jours. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans un état second. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Mais pour la première fois, depuis des mois, j'ai senti une petite lueur d'espoir. 3 jours plus tard, Laurent m'a rappelé. Il m'a demandé de venir le voir dans son bureau. J'y suis allée. Un grand immeuble moderne dans le quartier des affaires. Une secrétaire m'a fait entrer dans un bureau immense avec vue sur toute la ville. Laurent était assis derrière un bureau en bois massif. Il m'a invité à m'asseoir. Il avait des papiers devant lui. Il m'a regardé avec un air grave. Il m'a dit qu'il avait fait vérifier les documents de la maison, que ses avocats avaient trouvé quelque chose. Le transfert de propriété comportait des irrégularités. Je n'avais pas été correctement informée de ce que je signais. On m'avait trompé. Le contrat pouvait être annulé, mais il y avait mieux. Laurent avait découvert que la maison était hypothéquée. Mes enfants avaient contracté un prêt en utilisant la maison comme garantie. Un prêt énorme. Ils avaient prévu de revendre la maison, de rembourser le prêt et de se partager ce qui restait. Sauf qu'ils n'avaient pas encore vendu et qu'ils ne pouvaient pas rembourser les mensualités. Laurent m'a dit qu'il avait racheté la dette, toute la dette, que la banque était maintenant hors du coup, que c'était lui le créancier, et que si mes enfants ne remboursaient pas, il pouvait saisir la maison. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai réfléchi longtemps. Une partie de moi voulait me venger, voulait leur faire payer ce qu'ils m'avaient fait. Mais une autre partie, la partie qui était encore leur mère, hésitait. Laurent a vu mon trouble. Il m'a dit que je n'avais pas à décider tout de suite, qu'il attendrait, que le choix m'appartenait. Je l'ai remercié. Je suis repartie. Ce soir-là, je suis retournée à la maison. Mes enfants étaient tous là. Ils discutaient dans le salon. Ils riaient. Ils parlaient de l'argent qu'ils allaient toucher quand la maison serait vendue, des projets qu'ils allaient réaliser, des vacances qu'ils allaient en prendre. Personne ne s'est rendu compte que j'étais là. Personne ne m'a regardé. J'étais devenue un fantôme. Je suis montée dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Laurent. Je lui ai dit ce que je voulais. Il a écouté. Il a dit d'accord, que tout serait prêt dans 2 jours. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri.